Pourquoi je suis expert comptable ? Dans cette nouvelle saison, notre podcast explore les chemins de vie des acteurs de l'expertise comptable, leur parcours inspirant, leurs études, leur expérience, leurs défis et ce qui les anime au quotidien. Je suis Florian Dufour, l'hôte de ce podcast, et je vous invite à découvrir ensemble ces histoires uniques qui donnent tout son sens à ce métier. Bonjour Sana. Oui, bonjour Florian. Je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast où on va parler et on va retracer ton parcours professionnel. Ok. C'est bon, ça va ? Oui, ça va. Je suis pas hyper à l'aise pour parler du côté perso, mais on va essayer. On va le faire. En fait, l'objectif, c'est de savoir qu'on est sur un diplôme d'expert comptable qui est extraordinaire et qui permet d'avoir des belles carrières. Ok. Donc avant qu'on rentre dans le détail de voir ton passé, ton parcours présent et futur, j'ai fait un petit point où j'ai demandé à ChatGPT, est-ce que vous connaissez Sana Moussaïd ? Alors, je vais dire ce qui me sort. Experte comptable et commissaire aux comptes, Sana est fondatrice du cabinet World of Numérique spécialisé dans la transformation numérique des entreprises. Diplôme DPECF, DECF, DESCF jusqu'au diplôme DEC. Cofondatrice du cabinet MS2SO Audit Conseil Expertise en 2013, puis fondatrice de World of Numérique 2014. Distinction, finaliste du prix Young Accounting of the Year en 2017. C'est vrai. Vice-présidente du Conseil supérieur sur la mandature 2019-2020. Elle est experte en IA, blockchain et crypto-comptabilité et animatrice de Connect-à-Boîte sur le numérique des entreprises. Alors, il y a du vrai et du faux. Dis-moi les tu faux. vois alors, MSSO, c'est World of Numérique. En fait, quand on crée son cabinet, à l'époque en tout cas, on l'avait créé avec un ancien collègue. Et on déborde tellement d'imagination qu'on crée un cabinet qui porte nos initiales et qui s'appelle, Moussaïd Sana, et le SO, c'était les initiales de mon ancien associé, Audit, Expertise, Conseil, quoi, vraiment très original. Oui, mais bon, c'est comme ça. Et qui s'est transformé en 2017, quand j'ai transformé le modèle économique de ma boîte, je l'ai transformé, j'ai changé le nom, et il s'appelle World of Numérique. Bravo. Ce podcast est propulsé par Pennyline, la plateforme tout en un qui révolutionne le quotidien des experts comptables. Imaginez, plus de saisies manuelles fastidieuses, une collaboration fluide avec vos clients et toute votre production comptable centralisée sur une seule interface intelligente. Le résultat ? Un gain de temps considérable pour développer vos missions de conseil. Plus de 3500 cabinets ont déjà fait le grand saut vers plus de productivité. Rejoignez le mouvement sur pennyline.com. On va parler de ton passé. Alors, à quel moment de ta vie tu t'es dit, ça y est, Sana, elle va être experte comptable ? Au lycée. C'est vrai ? Ouais. Alors, moi j'ai grandi à Casa. D'accord. Et donc, j'ai eu la chance d'être j'ai fait l'école française et donc on avait, nous, un petit lycée où c'était vraiment, il y avait une classe par niveau. Et moi, je voulais faire S. Et à l'époque, mon directeur de l'école, il m'a dit, écoute, Sana, tu peux aller voir ce que font un peu les comptes à gestion, tu peux un peu suivre ce qu'ils faisaient. Et j'aimais bien, donc je suis allée suivre un petit peu la compta et l'éco. J'ai passé les examens avec eux et j'ai quand même eu les meilleures notes en les rejoignant en cours d'année et surtout que j'ai adoré. Je me suis dit, tiens, il y a vraiment une connexion avec le côté réel. Et à ce moment-là, je me suis dit, expert comptable, c'est un super job pour être le meilleur professionnel, un super chef d'entreprise parce qu'on connaît tous les contours économiques, juridiques, tout. Et je m'étais dit, je veux aller jusqu'au diplôme mais je ne sais pas si je serai expert comptable toute ma vie. Mais tu savais à quoi ressemblait le métier déjà ? Tu avais déjà vu un expert ou pas du tout ? Non. J'adorais mon prof de compta. J'ai adoré la prof aussi d'éco. Et j'ai trouvé ça avait plus de sens que de la chimie, les sciences et tout ce que je faisais, ouais. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette filière de l'expertise comptable après ? En fait, à 16 ans, je me suis dit, je vais être expert comptable. Donc, j'ai du coup changé de filière de bac pour faire compta-gestion. En cours de route ? Oui. J'ai fait compta-gestion et après, j'ai postulé pour des études pour faire du DPECF, DECF, DESCF. Et avec mes parents, on m'avait dit, il y a une école au Maroc qui prépare à l'expertise comptable et ils m'ont dit, si tu es prise dans cette école, tu ne vas pas en France. D'accord. Évidemment, c'est assez facile, hein. Je suis allée à l'examen, j'ai pas composé, j'ai regardé ma feuille, je pense que j'ai dû noter 2-3 trucs et je me rappelle le jour où on est parti avec ma mère regarder les résultats. J'ai hurlé de joie et il y a une dame qui se retourne vers elle et qui lui dit « Félicitations pour votre fille ». Ma mère, elle la regarde, les larmes aux yeux, elle lui dit « Non, elle l'a pas eu, elle part en France ». T'avais décidé d'aller en France ? Oui, parce que j'avais un bac français, parce que quand t'es jeune, t'as aussi envie d'aller découvrir, de vivre un peu tout seul, tu vois. Enfin, c'est plus ce côté avoir une vie étudiante riche, différente, voilà. Et donc, t'es arrivé sur Paris ? Non, je suis arrivée à Montpellier.
Montpellier, top. Ouais. Et donc Non, là, t'es parti sur quoi au niveau universitaire? j'ai fait un lycée. C'était le lycée Mas-de-Tesse. J'ai fait le DPECF et le DECF dans ce lycée-là. Voilà, on était une petite classe. Ça s'est plutôt bien passé. Le DPECF et le DESCF. C'est au DESCF, le DSCG, où ça c'est plus compliqué. On s'est rendu compte qu'il fallait plus bosser, tu vois, que de se reposer sur ses lauriers. Et là, on se rend compte que c'est vraiment un parcours très compliqué, oui. Qu'est-ce qui a été dur? Le droit, le social, de gérer aussi la distance de chez toi, c'est... Oui, évidemment, gérer la distance. Moi, je suis arrivée, j'avais pas 18 ans. J'ai fait mes 18 ans en France, j'ai eu mon bac à 17 ans. Donc, un peu compliqué quand tu arrives jeune ici. D'autant plus que je devais habiter avec ma cousine qui m'a ramenée à Montpellier et elle m'a dit tu vois là-bas, tu as un hôtel, tu dors là-bas et derrière, tu as un bus, tu arriveras demain à l'école. Et Ah oui, le moi, en changement, fait, ouais. ouais, le changement. Et puis, moi, en fait, je venais en France à l'époque, mais avec mes parents, tu vois. D'accord. Donc ouais, ça a été déjà le changement, tout ça, ça a été difficile de s'acclimater, de culturellement, sur des petits sujets, tu vois. Je suis assise à côté de personnes dans la classe. Moi, des fois, il m'arrive d'être un peu tête en l'air. Je lui demande un stylo, elle me dit, t'as qu'à ramener le tien. Mais c'est juste que j'ai oublié ma trousse, tu vois. Et tu vois, il y a eu des choses comme ça. Mais après, non, j'ai pas trouvé le droit difficile, parce que paradoxalement, ce que j'ai trouvé difficile, c'était la compta. D'accord. Et je sais pas si c'est pas la prof qui était pas top, mais je ne comprenais pas beaucoup la compta. Et le droit, tout le reste, l'analyse financière, l'orga, je me rappelle, c'était génial. Je me suis éclatée. Et la compta, je trouvais ça beaucoup plus compliqué. Est-ce que tu n'as pas eu des difficultés, on va dire, à prendre toute cette masse de données sans vraiment voir le côté réel, comme on est dans les cabinets? Tu vois, souvent, il y a une distorsion entre ce qu'on apprend et ce qu'on va avoir après en cabinet. Oui, oui, bien sûr. D'autant plus que moi, j'ai pas fait d'alternance parce que, en tout cas, c'était beaucoup plus compliqué à l'époque quand tu es étranger et que tu arrives en France. Tu peux pas faire de l'alternance. Donc, en fait, j'étais en études classiques. Et c'est vrai que ça avait manqué et tu voyais la différence avec ceux qui étaient en pratique ou qui avaient fait beaucoup plus de stages. Donc, j'avais essayé pendant mes vacances de faire des stages, même au Maroc ou même quand c'était pas obligatoire ou ici, enfin, en tout cas, ou à Montpellier à l'époque. Mais oui, tu manques en fait quand tu fais pas de l'alternance, tu manques de pratique par rapport aux autres, tout à fait. Donc déjà, ce moment plutôt bien vécu. On en rentre sur la partie DEC. Donc, quels ont été les principaux défis académiques ou personnels que tu as pu avoir quand tu as préparé le DEC? Quand je parle DEC, c'est-à-dire tes 3 ans de stage, le fait que tu sois en cabinet, tu bosses, que faut rendre les rapports, il faut commencer à penser à ton mémoire. Comment tu as vécu ça? Et l'éloignement aussi, toi. Et l'éloignement aussi. Oui, alors comment j'ai vécu ça? J'ai dû, du coup, je suis montée à Paris, évidemment, pour le DSCG, et surtout aussi pour le DEC, puisque je me suis dit, si je veux avoir un cabinet et quelque chose, des missions intéressantes, il faut monter à Paris, c'est là-bas où ça se passe. Puis, je suis une grande fan de Paris, j'aime beaucoup Paris. Et du coup, les plus grands défis, je crois que moi, je me suis mis une grosse pression. La pression, en tout cas, liée au mémoire. Tu vois, le mémoire, à chaque fois, j'avais l'impression que c'était une montagne insurmontable parce qu'il fallait faire un apport à la profession, tu vois. Et quand tu as une vingtaine d'années, tu as un gamin, tu sors de l'école, tu n'as même pas fait d'alternance. Ta seule expérience, c'était 3 ans de stage quasiment. Et tu te dis, je vais apporter quelque chose à la profession. Du coup, j'ai fini mon stage et j'ai changé de cabinet. Et je me rappelle, c'était drôle, à l'époque, j'allais passer les entretiens et c'est moi qui posais la question au cabinet, vous avez quoi comme particularité? Et j'avais inversé le rôle, mais hyper inconsciente, la fille, ça se fait pas en plus. Et en fait, j'essayais de choisir le cabinet qui allait m'apporter quelque chose pour écrire mon mémoire. Avec du recul, je me rends compte que je me suis mis trop la pression. Qu'en réalité, et d'ailleurs c'est ce que je dis, parce que je suis aussi contrôleur de stage, et c'est ce que je dis aux stagiaires, on vous demande pas de révolutionner les choses. Et moi, j'avais vraiment l'impression qu'il fallait révolutionner les choses. Et aussi, en fait, tu prenais plus de galons au niveau du stage, plus tu montais... et tu avais plus d'engagement aussi au niveau du stage et au niveau du cabinet, donc c'était de plus en plus difficile. Mais à l'époque, nous, on avait beaucoup de chance, c'est que la bibliothèque, elle existait en physique. Je ne sais pas si toi, tu es déjà monté à la bibliothèque. Ouais. Elle existait en physique à rue Cognac-G. Et j'avais un groupe de stagiaires et tous les samedis, nous, on y était. Qu'on bosse, enfin, tu vois, je sais que j'ai fait des rapports de stage que j'ai jamais rendus, j'ai bossé sur des notices que j'ai jamais rendues parce que j'étais pas satisfaite. Mais ça nous permettait sur place de faire des photocopies, des mémoires, de consulter, de regarder des choses. Donc voilà, ouais, j'y suis allée très régulièrement.
Comment tu as réussi à gérer le fait de travailler quotidien en tant que comptable dans un cabinet et de gérer ça, du coup, les samedis à Cognac-G? C'était... c'est dans un objectif, en fait, tu vois. Rappelle-toi, moi, depuis 16 ans, je veux être expert comptable, tu vois. Donc, je voyais des copains qui étaient avec moi à l'école et qui n'y arrivaient pas parce que, tu sais très bien, c'est l'écrémage, le DSCG. Hein. Et, et, et moi, j'ai jamais... Enfin, je leur ai toujours dit, de toute façon, je serai expert comptable. Qu'importe le temps que ça le fera, c'est mon objectif et je vais y arriver. Donc, y aller les samedis, c'était pas forcément un sacrifice parce qu'en plus, on y allait l'après-midi. C'est hyper agréable sur place. On allait manger un petit coup devant la Seine. Et après, voilà, c'était plutôt sympa. Je trouvais que c'était quelque chose de nécessaire. Donc, je l'ai pas mal vécu parce que tu as vraiment un objectif d'aller jusqu'au stage, enfin, jusqu'au DEC et passer tous ces sujets-là. Le plus compliqué pour moi, ça a été aussi l'appui des cabinets sur le choix du mémoire. J'ai pas eu d'appui, tu vois. J'ai pas eu de personne qui m'a aidée. On m'a dit, tu te débrouilles. Par contre, une fois que c'était terminé, bah, tu nous le donnes parce qu'on va s'en servir en documentation. Bah, c'est pas faire, tu vois. Il y a des choses où quand tu embrasses cette profession, tu t'attends aussi à ce que ton maître de stage t'accompagne, t'aide, t'aiguille. J'ai jamais eu ça, tu vois. Et ça a été quelque chose de difficile que je voyais avec d'autres stagiaires qui avaient des conseils, ne serait-ce que sur les choix, même sur les rapports de stage, ils avaient des conseils. Moi, j'en avais pas. Et donc ça, ouais, c'était quelque chose qui avait beaucoup manqué, ouais. La quantité de travail, ça t'a jamais fait peur? Non, ça m'a pas... C'était beaucoup, oui, j'avoue. Mais je savais, tu vois, de temps en temps, m'arrêter. Tiens, ce week-end, je vais rester chez moi pendant X jours. Je prends des vacances, je pose et je bosse H24. Non, parce que si tu veux aussi, en plus, vous n'êtes pas vieux, mais à l'époque, quand même, tu vois, quand tu étais en cabinet, c'est vrai que tu avais des horaires. Hein. Là, je vois les jeunes, et ils ont raison sur l'équilibre entre la vie privée et la vie perso, mais finir à minuit, c'était quand même assez normal. Et puis, moi, je me rappelle, quand je partais à 18h, on me disait, Sana, tu prends ton après-midi 18h, tu vois. Donc, c'était autre chose, j'ai envie de dire. Est-ce que tu regrettes ou pas? Parce que t'as apporté aussi une façon de travailler, cette quantité de travail, mais comme tu dis, l'équilibre a dû un peu être bafoué. Non, je regrette pas parce qu'en plus, moi j'ai été jeune, tu vois, quand tu commences ton stage, tu n'as pas encore 30 ans, j'avais pas forcément de famille, tu vois, t'as des amis ou voilà, des relations, mais c'était pas gênant en soi en fait. En tout cas, j'ai eu cette chance-là où j'ai pas passé le DEC après 30-40 ans et avoir une famille ou des enfants, là c'est beaucoup plus dur. Donc ça a été plus facile. Par contre, pour le DEC, comme je voulais en fait créer mon cabinet, dans tous les cas, mon objectif, ça a toujours été, quand je voulais être expert comptable, c'est pour créer mon cabinet. Voilà, d'accord. Ok. Et donc, quand je voulais créer mon cabinet, j'avais retrouvé quelqu'un qui bossait dans le même cabinet que moi et on s'est dit, on va le monter ensemble. Parce que des fois, tu manques de courage. C'est une question de courage, de ne pas le monter tout seul, tu vois. Et donc, je pense que ça m'a conforté de le monter avec quelqu'un. Avec qui d'ailleurs ça s'est très très mal passé, qui m'a fait des coups qui se font pas, qui a détourné la clientèle, qui a fait des choses qui sont inadmissibles, mais en même temps quand tu te casses les dents, c'est comme ça que tu remontes. C'est formateur, tout à fait. Et puis encore une fois, je n'aurais jamais eu le courage, même si je le voulais. Je pense que j'en avais besoin, il y a des choses comme ça qui sont nécessaires. Donc du coup, quand j'ai créé ma boîte, j'ai demandé, en fait, quand je voulais créer la boîte et passer le DEC, j'avais fait une rupture conventionnelle avec mon ancien cabinet en leur disant, voilà, je veux arrêter. Et du coup, je devais me marier. Et juste après, en fait, j'avais pris plusieurs semaines pour bosser. Je crois que j'avais déjà déposé le mémoire. Bref, pour bosser le DEC. Et donc, en le bossant comme ça, oui, après, j'y suis arrivée. Je me rappelle qu'on a créé le cabinet. Et au moment où on a créé le cabinet, moi, j'étais pas encore inscrite à l'ordre, j'étais juste inscrite à la compagnie. Et là, je reçois un coup de fil de l'ordre et qui me disent oui, vous avez créé un cabinet, mais vous n'êtes pas expert comptable. Et moi, avec toute la naïveté de l'époque, je dis je suis commissaire aux comptes quand même. Et donc, je crois que les personnes de l'ordre, ils ont bien compris que je faisais pas de l'exercice illégal, que j'étais... que c'était quelque chose d'assez innocent de ma part, que j'ai pas fait attention. Et d'ailleurs, Florence Auducœur, à qui je n'ai jamais raconté ça, elle m'a
elle m'a accueillie, elle m'a mis ici à l'ordre. Et elle a été adorable. Elle a été adorable parce qu'ils ont compris que voilà, je n'avais pas fait exprès. J'avais anticipé. Je me suis d'abord inscrite à la compagnie et créé le cabinet en même temps. Mais bon, voilà. Et voilà. Après, évidemment, en tout cas, tout ça pour te dire que pour le deck, oui, je me suis arrêtée pour le passer, quoi. T'as eu des moments de doute quand même sur en disant bon, c'est trop long en fait, là, c'est dur, il y a les périodes fiscales, ça prend sur la vie de famille. Oui, bien sûr, tu as des moments de doute, surtout quand tu vois que tous tes amis sont déjà dans la vie professionnelle à 100%, alors que nous, on a encore un pied dans les études. Je me rappelle, un jour, j'avais dit « Ah, j'ai fini mon mémoire ». Il me dit « Mais toi, à chaque fois, tu parles de ton mémoire, tu finis jamais tes études ». Et tu vois, ce genre de réflexion, t'es là, Mais je travaille aussi. Je travaille aussi, et pourtant, je fais plus, tu vois. Et tu te la prends comme une réflexion, comme si t'étais un moins que rien, des fois, tu vois. Et donc effectivement, c'était pas évident, mais tu le fais, quoi. Tu sais pourquoi tu le fais. Donc, on est tous passés par là. L'avantage aussi, c'est quand tu sais qu'il y a tout un groupe qui fait ça, tu vois. Quelle méthode ou quelle stratégie t'as mis en place pour préparer ça, les épreuves, préparer le mémoire? Est-ce que tu étais organisée? Je me suis enfermée chez moi, j'ai bossé jour et nuit, je te jure. Oui, je me suis organisée pour le coup. Et surtout, j'ai fait les annales. Je me suis rendue, technique un peu bateau, c'est faire des annales et prendre chaque dossier, je timais. Et dès que l'alarme sonnait, il fallait que j'arrête. En me disant, au lieu de faire sur 4 heures, parce que des fois, tu n'as pas 4 heures dans la journée, tu te fais un dossier sur 1 heure ou 30 minutes, en fonction du temps alloué. Et c'est comme ça que j'ai bossé. J'avais préparé aussi une documentation sur la partie réglementaire et déontologie qui m'a énormément servi. À l'époque, je crois que j'ai récupéré ça au niveau de l'annexe ou je sais plus. Voilà, donc ouais, pas mal de boulot et vraiment les annales. Tu peux nous parler de ton mémoire, si tu te rappelles du titre? J'ai essayé de chercher, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps, mais je ne me rappelle plus. En fait, c'était l'externalisation, je crois, des SCPI. En fait, le titre ne valorisait pas ce que je faisais. En gros, j'étais dans un cabinet où des grands groupes nous ont externalisé la fonction, nous ont externalisé toutes leurs SCPI qu'on a gérées. Mais moi, je gérais pas que la partie comptable. En fait, j'avais optimisé toute la récolte des flux. En fait, on recevait des flux selon des formats différents. Et donc, il fallait déjà standardiser les flux. J'avais bossé aussi avec des ingénieurs à l'époque, à écrire des cahiers des charges et à leur expliquer ce que je voulais, en fait, en rendu entre la data qu'on obtenait, comment la transformer et comment je vais la rentrer dans la machine, ou même celle qui sortait, parce qu'on avait des ingénieurs qui étaient exceptionnels, mais qui ne comprenaient pas ni le débit ni le crédit, tu vois. Donc, il fallait être hyper intelligible. Voilà, donc j'ai bossé sur ce mémoire-là. C'était ça, mon sujet de mémoire. Ça a été long, ça a été dur, ou ça t'a plu et c'était bien? En fait, ça n'a pas été long ni dur parce que comme je t'ai dit, j'ai cherché à aller dans un cabinet où je trouvais un sujet de mémoire. Et donc, quand j'ai été embauchée, j'avais déjà fini mon stage. Et je crois que je suis restée 1 an et demi. Les 6 premiers mois, j'ai pris connaissance des dossiers. Et après, en fait, c'était moi la responsable d'équipe. Et après, il fallait que je gère avec le client pour m'assurer de la traçabilité des flux, avec les collaborateurs, les autres ingénieurs pour m'assurer de l'automatisation des données. Et donc, du coup, en faisant ça, j'avais toujours en tête, tout ce que je faisais, je le notais. Et j'avais toujours en tête que j'avais mon mémoire, en fait. Je savais que mon objectif dans ce cabinet était que le mémoire. Et donc, voilà, j'ai avancé comme ça. Et ça n'a pas été compliqué de le faire. Par contre, quand j'avais appelé l'examinateur, quand il m'a donné mon 4.1, il m'a fait une remarque. Et je l'ai appelé et il m'a dit, j'ai échangé un peu avec lui, il me dit « Mais ça, c'est votre problème à tous les stagiaires. Vous faites des choses hyper intéressantes et vous ne savez pas les valoriser. » Donc, il me dit « Mais ce que tu as dit là, tu dois le rajouter. Et ça, tu dois... » C'est pour ça que je t'ai dit, même le titre, il est pourri. Il ne reflète pas ce que j'ai fait vraiment. Et ça, en fait, du coup, heureusement que je l'ai appelé. Et franchement, je le remercie parce que ils étaient disponibles. Je ne sais pas si tout le monde et tous les membres du jury sont disponibles. Il a été disponible. Il m'a écouté et du coup, je pense que ça m'a aidé peut-être à mieux m'orienter avant de me présenter devant lui et l'autre membre du jury pour l'oral. Raconte-nous la soutenance du coup. Alors, la soutenance, j'arrive.
Pas stressé, je le sens. Non, pas du tout. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'étais dans la salle et ils étaient tous stressés. Ils me disaient, t'es stressé? Je dis, non, mais pourquoi t'es pas stressé? Et là, je leur disais, mais vous allez la fermer parce que là, je vais être stressée. Donc, j'essayais de ne pas être stressée. Mais par contre, j'arrive. Et là, la première remarque qu'ils me font, ils ouvrent le mémoire et ils me disent que les reliures, elles n'ont pas bien tenu. Parce que je les ai fait moi-même. J'en avais jamais fait au sein du cabinet. C'était au cabinet, on avait une secrétaire qui le faisait. Mais pour mon mémoire, je me permettrais pas d'aller la voir et lui dire, vas-y, fais-moi le truc. Donc, je l'ai fait. Elle m'a expliqué. Je lui ai dit, s'il te plaît, tu veux m'expliquer? Elle m'a expliqué, je l'ai fait. Et donc, quand j'arrive et qu'il me montre ça, je dis, mais quelle honte. Et en plus, c'est le premier truc dont il te parle. Et puis moi, dans mon cerveau, mais ça, on s'en fout, c'est du détail. Mais ce détail-là, il était tellement important pour lui que tu te poses des questions. Voilà, mais sinon, je n'ai pas de mauvais souvenirs. C'est vraiment le seul souvenir qui m'a choquée. C'est vraiment ce truc de montrer les reliures et de me dire, vous avez bâclé le... Tu l'avais préparé, la soutenance? Oui. Oui, je l'avais préparé. Je l'ai préparé ici à l'Asforef à l'époque, Sup Expertise. Et j'ai trouvé l'exercice hyper intéressant parce qu'on avait fait... on venait, on faisait une soutenance, ils nous filmaient, on partait avec notre vidéo. Donc en fait, te voir, c'est assez violent quand même. Hein. Et tous ceux qui participaient te jugeaient, disaient oui, là t'étais bien, là pas bien. Enfin, jugeaient avec bienveillance, hein, évidemment, ils étaient là juste pour y regarder les grilles. J'ai trouvé ça hyper intéressant et je pense que ça m'a aidé, ouais. Si tu refaisais un petit point, pour toi, c'était quoi le plus difficile? La soutenance, l'écriture du mémoire ou les épreuves? Je pense que c'est les épreuves qui étaient difficiles. Le mémoire, je te dis, c'est plus la pression de se dire qu'est-ce que je vais apporter à la profession. Mais une fois que tu l'as écrit, que tu as trouvé ton sujet, ça roule. Ça roule. L'écrit, je l'ai trouvé difficile. Par contre, comme je l'ai bossé, j'ai eu quand même un 15. Donc je me suis dit, il n'est pas si difficile quand tu le bosses. Et voilà, il faut bosser et normalement, ça passe, quoi. Oui, mais il faut bosser. Quand je dis bosser, c'est vraiment... moi, j'ai une capacité à m'enfermer. En tout cas, même à l'époque, quand tu es jeune, tu t'enfermes des jours, des semaines à bosser nuit et jour jusqu'à 5h du mat, tu vois. Enfin, ça me dérange pas, quoi. Ouais, tu savais ce que tu voulais, quoi. C'est ton objectif. Oui, parce qu'après, tu sais que tu vas t'enfermer 2-3 semaines, même un mois. Après, ça va aller. Après, c'est pour un bon objectif. Et après, tu auras toute ta liberté. Ben justement, ça y est, tu as eu ton diplôme d'expert comptable. Quelle a été l'opportunité derrière? Tu nous l'as dit, c'est de créer ton cabinet. Ouais. Moi, est-ce que tu t'es posé quand même la question en disant, ça y est, j'ai le diplôme, mais pourquoi pas je m'associerais ou peut-être aller voir dans un bureau cabinet ou... Non. T'as jamais changé d'avis? Non, parce que déjà, dans le cabinet où j'étais, il n'y avait pas forcément, je pense, d'envie d'associer, en tout cas à l'époque. D'accord. Et me dire que j'allais voir d'autres cabinets que je ne connais pas pour m'associer, non. Non, je m'étais vraiment dit, c'est bon, c'est l'occasion, tu vas faire ton truc. J'ai remarqué, là, tu viens de le dire, tu avais commencé à créer le cabinet juste avant d'avoir le diplôme. Oui. Donc c'est une prise de risque quand même. Pas juste, oui, concomitamment. Bah oui. Tu savais que tu n'allais pas rester, quoi. Il fallait tout de suite que ça s'enchaîne. Oui, mais tu vois, ça me fait penser à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, mais à l'époque, quand on passait de DSCG, où on pouvait à la fois passer l'Intec et l'État. Oui. Je ne sais pas si tu te rappelles. L'État en septembre, je crois, et l'Intec en juin. Et je me rappelle, j'avais croisé quelqu'un et je devais passer une preuve de maths. Et il me dit, tu t'es inscrite à l'État? Je lui dis non. Il me dit, si tu ne l'as pas. Je lui dis, mais je l'aurai. Il me dit, mais si tu ne l'as pas. Je dis, ben non, je l'aurai. Et c'était la même chose ici. Je savais que je l'aurais. Parce que si tu fais ce qu'il faut, tu vas l'avoir, en fait. Sincèrement, je ne me suis pas trop posé de questions si je ne l'ai pas. Je savais que j'aurais mon diplôme, mais peut-être avec, tu vois, un peu plus de temps, quoi. Parce que comme je t'ai dit, je l'ai raté, l'UE2, tu vois. L'UE1, elle est facile, mais l'UE2, tu te prends 7 ou 6,75, tu te dis quand même, c'est violent, quoi. Mais après, une fois que tu la bosses, tu peux y arriver. Donc, j'y crois vraiment à ce côté-là, que tu peux y arriver. Si tu as un objectif, tu peux y arriver, mais il faut que tu bosses et que tu fasses en sorte de l'atteindre, quoi, avec une deadline. Comment tu as réussi à gérer la vie perso et pro en même temps, par contre, à ces moments-là, qui sont quand même des moments de tension? Pour la création de la boîte. Création de la boîte, tu viens juste d'avoir le diplôme. Ça a été un moteur, je vais te dire pourquoi. Donc, je crée ma boîte. Et je t'avais dit, j'ai commencé à sentir un petit peu, j'avais compris un petit peu ce que faisait à l'époque
c'est associé, des détournements de clientèle et tout. Et à l'époque, je faisais pas mal de méditation, donc j'ai pris un peu de recul. C'est vrai, ça aide. Et en septembre, le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, je l'ai appelé. Et je lui ai dit, tu sais quoi, tu vas sortir de la boîte. Il me dit, non, je vais rester, machin, besoin de Paris. Je dis, non. Encore une fois, c'est ma boîte. On l'avait domicilié chez moi à l'époque et tout. Je lui ai dit, non, tu vas sortir. T'as beaucoup de chance parce que je t'ai rien fait. Et je sais ce que t'as fait. Donc, il n'avait pas voulu et j'avais rencontré quelqu'un ici à l'ordre, un élu. Du coup, j'ai fait un mail en mettant en copie l'élu et le président de l'ordre de l'époque. Et je pense que ça lui a mis la pression. Et du coup, il a signé, on a arrêté. Et je crois que le fait d'être enceinte et d'attendre un enfant, ça m'a plus motivée à me dire, tu vas faire ce qu'il faut faire en fait. Tu vas pas te laisser faire. Parce que j'aurais pu lui dire, écoute, c'est moi qui sors de la boîte ou j'en sais rien quoi. Mais je pense que c'est plus un moteur. On peut aussi l'avoir comme un moteur parce que là, tu réfléchis plus à toi tout seul. T'as une famille, t'as une vie de famille, t'as un enfant qui va venir au monde. Donc en fait, non. Mon équilibre professionnel, il doit passer aussi par le fait que je dois le virer, que je dois reprendre mon truc. Et je me rappelle le jour où on était à la banque pour signer les papiers, il me restait 500 balles sur le compte. Je vais tout lâcher. Je lui ai dit, c'est pas grave. Ça t'a pas fait peur? Non. C'était ta liberté, en fait. Oui, c'était le prix de ma liberté. Si, bien sûr que ça fait peur. Tu vois, des fois, Fabrice, il dit comment tu fais quand c'est pas parce que je fais pas beaucoup de récurrence. Il y a des fois où j'ai peur et j'ai une mère qui me dit souvent, mais prends pas peur, prends le temps, tu verras, des choses vont arriver. Et souvent, en fait, quand je panique, les choses se ferment et tout. Et dès que tu te dis, non, mais c'est bon, c'est pas grave. De toute façon, une opportunité, elle peut arriver tout de suite et te remplir les 3 prochains mois en mission. Donc, ne pas paniquer, c'est aussi quelque chose qui t'aide à avoir quelque chose de positif. Sinon, en fait, t'es déjà dans un mindset, un esprit très négatif et tu vas t'attirer que de la négativité, vraiment. Et voilà, j'essaye vraiment, du coup, de prendre un peu de recul et de me dire, c'est pas grave, je vais tenter. Tu fais et du puis yoga? au pire, hein? Tu fais du yoga? Oui, c'est ça. J'en fais beaucoup moins maintenant, mais à l'époque, j'en faisais beaucoup. Mais tu te dis, tu vois, je me suis toujours dit, et c'est là on va revenir sur le diplôme, c'est un super diplôme. Au pire des cas, qu'est-ce que je risque? Je deviens salarié. Au pire des cas, je redeviens salarié. Donc au final, c'est quoi le risque? Pire des cas, je deviens DAF dans une boîte. Tu peux devenir directeur général si tu veux. Enfin, je veux dire, c'est quoi le pire des cas? C'est pas comme si j'étais dans une profession où j'avais pas de job à la sortie si je plante ma boîte. Et c'est ça, en fait, qui me suis dit, si, tu peux y aller, parce que dans tous les cas, si tu te plantes, t'as un super diplôme qui va te permettre de faire plein de trucs derrière. Ça t'offre plein d'opportunités. Justement, ce diplôme de DEC, tu penses que ça a influencé ta trajectoire professionnelle? Dans quel sens? Dans le sens où, par exemple, tu n'aurais peut-être pas eu ces opportunités si tu n'avais pas eu le diplôme d'expert comptable, tu n'aurais peut-être pas eu cette façon de travailler, cette façon de... Oui, je pense, oui, parce que ça reste quand même un diplôme très technicien, très technique. Et la technicité, elle est quand même dans notre ADN. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec ce diplôme, c'est qu'il te donne une gymnastique de cerveau et une compréhension. Et tu le voyais quand on était en stage à l'époque ou en cabinet, dès que tu avais des niveaux DCG ou en DEC, tu sentais qu'il y avait une meilleure gymnastique d'analyse du cerveau, qu'on était capable... Moi, quand je suis sortie quand j'ai commencé le DEC, pour moi, en tout cas dans mon esprit, c'était je suis capable de tout faire. Je peux faire de la FUSAC. Tout ce qui est autour de notre métier, évidemment, je ne parle pas du reste. Que tu es capable de tout faire parce que on t'a formaté pour que ton cerveau comprenne tout ça et que tu aies la gymnastique et la logique de ces sujets-là. Et c'est comme ça, et donc c'est là où je reviens sur ce que tu disais, tu as totalement raison, ça a influencé parce que en ayant ce confort-là, je m'étais dit, quand j'ai commencé à m'intéresser au numérique ou à des sujets comme ça, je me suis dit, on va juste apprendre, quoi. On va tester, on va essayer d'apprendre, et si ça fonctionne, quoi. Derrière, tu as sûrement dû avoir des inspirations ou des mentors dans ton parcours. Est-ce que tu pourrais m'en citer quelques-uns? Alors, j'ai plus eu des mentors ou des inspirations au niveau institutionnel. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai travaillé avec Charles-René Tandet au niveau de l'ordre. Il avait un COMEX où tout le monde était vraiment bienveillant, mais vraiment.
Donc oui, ça te forme, ça te forge. J'ai l'impression qu'au moment où... En plus, quand je suis arrivée et j'ai été élue de l'ordre, ça faisait pas longtemps que j'ai monté ma boîte. Je l'ai montée en 2014, j'ai viré mon associé en 2015, je me suis arrêtée pendant 1 an pour garder mon fils, je l'ai reprise en 2016. En 2016, j'étais déjà élue à Paris. Et 2017 au Conseil national, ouais, parce qu'il y avait, je crois, 3 mois d'écart ou 6 mois d'écart. Donc du coup, oui, il y a eu Charles-René Tandé, il m'a donné ma chance, parce que je me rappelle un jour, il m'appelle, il me convoque dans son bureau, il me dit « Sana, mais t'es une permanente de l'ordre ?» Je dis « Comment ça ?» Il me dit « Mais tu bosses trop !» Et d'ailleurs, je reviendrai sur ça, parce qu'il y a eu d'autres impacts sur le « tu bosses trop ». Et il était avec son directeur de cabinet à l'époque, il lui dit « Oh non, mais de toute façon, s'il y a un changement la prochaine fois, c'est pas possible, elle mérite d'être VP, hein, je vais te passer vice-présidente, quoi. » Et donc, au deuxième, à mi-mandat, il m'avait appelé pour me dire « Écoute, Sana, je vais proposer d'être vice-présidente. Maintenant, écoute, je vais quand même proposer à Dominique Jourde, qui était élu et qui était président de la commission. Il me dit « Je vais quand même lui demander parce que, voilà, et je vais voir, mais bon, vraisemblablement, lui, il peut pas, il aura plein de choses à faire. » Et je lui avais dit « Écoute, moi, tu me l'as dit, c'est comme si c'était fait. Déjà merci, parce que tu as pensé à moi, mais que ça se fasse ou que ça se fasse pas, c'est tout comme. » Donc oui, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des personnes bienveillantes. Donc en fait, j'avais rejoint l'IFEC, il y avait Denis Barbarossa et Philippe Bonin. Et donc j'avais été élue dans l'équipe de Philippe Bonin. Et c'est après que Charles-René Tandé m'a appelée. Et après, j'ai appris que j'avais 2 super potes qui m'ont poussée, donc Philippe et Denis, qui ont dit à Charles-René, mais prends-la sur les sujets numériques et tout ça. Donc oui, franchement, t'as des personnes qui sont incroyables, quoi. Tu as parlé tout à l'heure de Florence Auducœur, c'est une personne qui n'a pas forcément joué un rôle de mentor, mais j'admire cette femme. Il y a des femmes qui sont admiratives, il y a des hommes et des femmes qui sont juste incroyables dans la profession. Et juste le fait d'être à leur côté, tu vois, t'apprends, t'as de la chance de côtoyer des gens comme ça, quoi. Donc t'as quand même été vice-présidente, assez jeune. Oui. T'as aussi été rapporteur lors d'un congrès. Est-ce que ça t'a fait grandir et est-ce que tu as eu beaucoup d'expérience avec ça? Tu t'es dit, waouh, ça m'a changé mon état d'esprit? Complètement. Je pense que j'ai dû prendre X années d'expérience en si peu de temps. Oui. Tu apprends, mais tu grandis. Tu apprends aussi au contact des autres. Tu vois, quand tu te retrouves, je me suis retrouvée au COMEX de l'ordre. La plus jeune. Le plus jeune derrière moi avait l'âge de ma mère. Donc, tu vois, la différence. Et là, tu te dis, mais quelle légitimité je vais avoir pour parler à côté de ces gens-là. La première fois que j'ai été élue, que j'ai dû parler dans une commission, je te jure que j'ai tremblé. Il y avait Araou à ma gauche. Araou qui juste faisait du numérique et qui était le président sortant, je tremblais. La première fois que j'ai dû monter sur scène pour la journée du numérique, j'ai vomi avant. Non, c'est vrai, ça me stresse. Ah bah oui, ça devait être stressant. Oui, et tu vois, on a l'impression que tout est facile, mais en fait, à chaque fois, tu dépasses ta peur, quoi. Et sincèrement, ouais, être à côté de ces gens-là au COMEX, où tu te dis, je me sens petite et tout, donc tu réfléchis à 2 fois avant de parler, tu dois construire, donc ça t'apprend, hein. J'étais aussi à l'IFEC, nous, on avait aussi pas mal de personnes qui sont dans des grands cabinets, donc tu vas pas venir balancer une idée comme ça, il faut que tu la construises, le pourquoi, le comment, et donc, ouais, j'ai vraiment bien appris aux côtés de ces hommes et femmes qui sont assez incroyables. On va prendre maintenant la vision dans l'autre sens. C'est quoi les plus grands défis ou difficultés que tu as dû surmonter et qu'est-ce que tu en as appris? Tu nous as parlé le problème avec ton associé. Est-ce que tu as eu d'autres choses peut-être qui t'ont fait grandir? Oui, c'est quand on essaye de te mettre des bâtons dans les roues, quand on tu sais, des choses comme ça, oui. Et puis les échecs, j'en ai eu celui-là, j'en ai eu d'autres, hein, où notamment même avec Fabrice, on avait essayé de monter des projets avec d'autres personnes et ça s'est soldé par des échecs. Mais les plus grands défis, c'est quand tu te dis, bon, bah ok, j'apprends, j'avance. Aujourd'hui, tu vois, j'ai lancé Crypto Accounting, qui est un logiciel de comptabilisation des actifs numériques. Tu vois, c'est rare que je dise ça, mais je suis vraiment contente de moi. Parce que pour le coup,
c'est quand même même si ça reste un métier de la comptabilité et des cryptos, pour le coup, c'est développer un logiciel en SaaS et quelque chose qui n'est pas donné à un expert comptable, entre guillemets, quoi. On se dit, on voit pas un expert comptable là-dedans. Et je suis plutôt contente d'avoir relevé ce challenge et aller pas jusqu'au bout, parce qu'on est encore au démarrage, mais d'avoir quand même cru dans mon idée, continuer, parce que j'avais des associés au départ et qu'on avait limite... il y a eu des moments où ils m'ont dit bon on va arrêter. Je leur ai dit si vous voulez arrêter, vous allez arrêter, mais moi je vais garder parce que c'est mon idée. D'ailleurs c'était mon idée, mon projet. J'avais vraiment envie de le continuer. Et des défis comme ça, c'est hyper intéressant. Maintenant, peut-être que dans 5 ans, je me planterai, mais ça sera. Je pense que je prendrai. Enfin, le plaisir que je prends et essayer de relever des défis, c'est aussi ça la vie, tu vois. Sinon, moi je trouve que sans challenge, c'est moins intéressant pour moi, en tout cas. J'aime bien les challenges. Quel message tu pourrais adresser à ceux qui hésitent encore à s'engager dans ce parcours exigeant du diplôme d'expert comptable? Alors, c'est un parcours exigeant. Mais s'accrocher, en fait, moi, je pense que ce qui est pénible dans ces études, sincèrement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment le fait que tu as tous tes potes qui font que travailler, et toi, tu travailles et tu passes des examens en même temps, plus tes journées de formation, plus tes rapports de stage. Mais ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup parce que, encore une fois, c'est ce qui m'a fait choisir ce métier, c'est le fait on côtoie énormément de chefs d'entreprise, on côtoie énormément de secteurs d'activité, ça nous donne des idées, on connaît tout ce qui est enjeu juridique, on connaît énormément de choses. Des fois, quand on accompagnait des clients et on parle de modèles économiques ou de sujets comme ça, ils ont des idées hyper farfelues, notamment sur la crypto. Mais des fois, tu leur dis, OK, c'est hyper intéressant, mais là, c'est pas légal parce que il faut telle réglementation qui fait que tu dois rentrer dans telle case. Et quand tu es expert comptable, tu es déjà familiarisé avec ça, tu vois. Et ça te permet... je trouve que c'est vraiment un super métier. Il faut s'accrocher parce que, effectivement, on en bave tous, mais l'avantage aussi, c'est que tu n'es pas tout seul. Il faut se créer un groupe, tu vois. Tu te crées un groupe avec tes stagiaires, tu essayes avec ceux qui sont avec toi dans le groupe pour qu'ils puissent s'entraider et avancer ensemble. Mais au contraire, allez-y, c'est un super métier. J'ai ma cousine qui est à Dauphine. Et elle me disait, je vais peut-être faire l'année prochaine le master CCA. Je lui dis OK. Et là, je la regarde et je rigole et je lui dis, tu sais que le summum que tu peux faire, c'est expert comptable. Et elle me dit, mais je veux pas être expert comptable. Je dis, c'est pas le sujet et je ne voulais pas non plus être expert comptable. Mais si tu fais le CCA, faut que tu ailles jusqu'à l'expertise comptable. Et pourtant, et voilà, j'étais en train de lui expliquer et pourtant, je la voyais pas forcément dans cette voie-là au début. Mais le moment où je lui ai conseillé, j'étais là à me dire, mais ouais, en fait, c'est quand même un super truc, quoi. Je lui dis, va pas jusqu'au CCA si tu fais pas l'expertise. Ça t'ouvre des portes, quoi. En fait. Ça t'ouvre des portes. T'as ta liberté aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu peux monter ta boîte, ton cabinet, tu vois. Tu peux monter ton cabinet, tu peux monter... tu peux être DAF, tu peux avoir plein d'opportunités professionnelles et je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi. On va parler de ton présent maintenant, ouais. Si tu veux bien. À quel moment tu t'es dit dans ta vie, ça y est, j'ai réussi professionnellement, je suis fier de moi quand même? Est-ce que tu as des petites anecdotes comme ça, je me dis waouh, quand même, Sana là. Non, mais c'est quoi? Ouais, après, c'est quoi la réussite? Justement, il faut la poser la question. Tu te dis quand même, c'est bien, j'ai un beau parcours, je suis content. Je suis contente de ce que j'ai fait par rapport à moi. De me challenger régulièrement, mais moi, il n'y a pas de... La réussite, elle n'est pas... Regarde, on reprend rapidement. Finaliste du prix Young Accounting of the Year en 2017. Tu as été vice-présidente. Tu as aussi été co-rapportrice. Oui, mais ça, c'est pas une réussite. Ça te gonfle ton ego, si tu veux. Tu nous as dit tout à l'heure aussi la boîte avec... où tu as fait la partie... les crypto-monnaies. Oui, crypto-accounting, oui. Oui, bien sûr. Après, c'est pas encore une réussite. On est encore en start-up. Pour moi, la réussite, ce dont je suis contente et fière aujourd'hui, c'est de ne pas rester sur mes acquis et de dire à chaque fois, je peux apprendre et faire autre chose. Tu vois, c'est ça, en fait, qui me drive. C'est d'avancer et de faire autre chose. Après, réussir, est-ce que j'ai réussi? J'en sais rien, tu vois. Il y a des gens, tu les vois, je suis toute petite à côté.
Il y en a d'autres qui vont te dire ouais, t'as l'air d'avoir réussi, mais non, en fait, c'est quoi réussir? Moi, je suis satisfaite aujourd'hui de ce que j'ai. J'ai envie de plus professionnellement sur d'autres aspects parce que, encore une fois, j'adore les challenges, j'adore apprendre, j'adore faire des nouvelles choses. Tant que je suis dans cet esprit-là, je suis contente, tu vois. Mais après, est-ce que j'ai réussi? C'est pas forcément à moi de le dire et on verra plus tard. Tu vois, aujourd'hui, je suis pas là. D'accord. Bon alors, comment tu t'organises au quotidien pour gérer la carrière et ta vie privée? J'essaye de m'organiser. Il y a des fois où c'est plus facile que d'autres. Est-ce que tu as une méthode magique à nous partager? Non. Sinon, j'aurais écrit un bouquin. Non, je pense que la méthode magique n'existe pas parce que des fois, tu as envie de privilégier ton côté familial, mais tu vas te retrouver à bosser, à pas savoir faire la part des choses parce que tu as ton développeur qui te dit bah tiens, viens me voir, j'ai un problème notamment sur crypto-accounting, je bosse énormément dessus et c'est pour ça que je me suis dégagée du temps pour ce projet-là. C'est pas évident parce que quand tu es passionné, bah, tu bosses et tu n'as pas l'impression de bosser parce que c'est une véritable passion, c'est des choses que tu aimes. Pour autant, voilà, moi ce que je qualifie, c'est surtout les week-ends, tu vois, je bosse pas, en tout cas très peu, ou alors mon fils il est pas là, il est en sortie ou il dort, mais j'essaye de faire du mieux que je peux pour équilibrer tout ça. Je pense que je suis plus équilibrée que d'autres, moins que d'autres encore, tu vois, mais aujourd'hui j'arrive un petit peu à trouver un équilibre pour ma famille, mais après c'est comme tout, une fois que tu as fini de t'accoucher ton fils, bah, tu vas bosser le soir, quoi. Tu vas reprendre le PC, bosser. Mais ce qui est horrible, c'est quand je suis pas là au dîner parce que j'ai envie de bosser, quoi. Ça, faut que ce soit beaucoup moins. Tu t'es jamais posé la question en disant bon, j'ai aussi mon rôle de maman, peut-être venir en salarié pour être plus tranquille? Jamais de la vie. Non, jamais. Jamais de la vie au devenir salarié. Au contraire, en fait. Tu vois, c'est marrant parce qu'à l'époque, je me rappelle, j'avais des stages. Ma première année, j'ai donné des cours à des BSIG. Et j'avais une jeune qui me disait oui, mais de toute façon, le métier d'expert comptable n'est pas fait pour une femme. Je lui disais bah faux. C'est ça que je voulais te dire. Parce Mais que souvent, on dit que non. les femmes, elles se mettent des bâtons ou des limites en disant non, on peut pas, on pourra pas tout gérer. Alors, je vais te donner ma façon de voir les choses. Pour moi, c'est complètement faux. J'ai plus de liberté en étant seule qu'en étant salariée. Si j'étais salariée et que l'école m'appelle et me dit ton fils, il est malade, viens le chercher, il faut que je demande à mon boss ou que j'appelle quelqu'un et là, en fait, tu poses ta journée, ce que tu veux. Là, en fait, je peux le faire. Je prends mon môme, je le ramène à la maison en fonction de son état. Soit je peux continuer à bosser, soit je m'occupe de lui à 100% et je rattraperai le lendemain, je rattraperai le soir, je bosserai plus. Et sincèrement, je trouve que c'est justement l'un des seuls métiers qui te permet d'avoir ta liberté. J'ai fait avec lui une sortie scolaire la dernière fois, j'avais un call, je l'ai fait, voilà. Mais j'essaye d'être là et ça n'est permis que parce que je suis mon propre patron. C'est une fausse idée reçue, on est d'accord. Ah mais complètement. Et d'autant plus qu'il existe, nos modes d'exercice sont pluriels, tu vois. Toi et moi, on est des exemples sur l'exercice différent des autres parce qu'on fait pas de la compta, même si bon, t'es pas inscrit à l'ordre, mais tu restes expert comptable. Mais à côté, tu as aussi des personnes qui, au-delà de la mission, tu peux travailler plus, tu peux travailler moins. Je connais des consoeurs aujourd'hui qui ont réduit leurs revenus en se disant je préfère aussi être plus proche de ma famille, parce qu'aussi ça te remet au sens en fait. Pour moi, le sens, c'est pas de travailler H24 et pas profiter de la vie. Le leitmotiv, c'est aussi de pouvoir profiter et tout le temps d'avoir un équilibre sur ça. Tu vois, quand je te dis j'essaye, en même temps, on profite énormément avec mon fils et tout, et mon mari, parce qu'il faut absolument que la vie soit... je sais pas, tu t'es pas là pour subir, quoi. C'est hyper important. Et donc, une femme qui a envie... de pas bosser les mercredis, tu bosses pas les mercredis. Tu vois, il y a eu un moment où je me suis dit, tu sais quoi, les vendredis, j'arrête à 15h. Ce moment, des fois, c'est compliqué, mais si j'arrive à faire 80% des vendredis de l'année où je finis à 15h, parce que mon fils finit à 15h, je le fais. C'est vrai que c'est assez positif, ça. Maintenant, j'aimerais que tu me dises, pour toi, c'est quoi un expert comptable aujourd'hui? C'est quoi l'archétype de l'expert comptable d'après Sana Moussaïd? Alors, l'archétype de l'expert comptable d'après moi, ça va être différent de LinkedIn, qui est d'après LinkedIn et d'après les experts comptables.
L'archétype de l'expert comptable, je pense que, justement, c'est ce qu'on disait, il n'y en a pas. Je pense que c'est... Aujourd'hui, tu as énormément de professionnels qui commencent par la partie, entre guillemets, réglementaire, régalienne, pour attirer le client. Mais les experts comptables sont de plus en plus à proposer d'autres choses, à proposer du conseil, à proposer... être dans la proximité avec les clients. On est de plus en plus aussi à être un peu atypique, à proposer des missions complètement différentes. Donc, l'ancienne image de l'expert comptable, tu sais, le vieux avec le pantalon qui remonte au-dessus du nombril. Ou alors, regarde les films américains, le bookkeeper, il se fait tuer toujours au bout de 5 minutes dans le film, quoi. Pour moi, ça n'existe plus trop, tu vois. Et même, des fois, j'entends, oui, c'est les anciens, les plus jeunes. Et je vais encore le répéter, on l'a toujours répété. C'est pas une question d'âge, l'appétence numérique, l'envie de faire du business ou tout ça, ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça, c'est en fonction, chacun a sa personnalité, chacun a envie de faire certaines choses. Il y en a qui se disent, moi, j'ai pas envie de m'embêter avec des nouvelles missions, je reste sur ça parce que ça fonctionne. Et chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Quand j'entends, oui, il y en a qui veulent pas grossir, il y en a qui n'ont pas envie. Et c'est aussi ça qui est top. Tu peux travailler en solo, être tout seul, comme tu peux avoir 3 collaborateurs, comme tu peux avoir 50 associés, 300 associés. À toi de voir comment tu veux faire, et c'est ça qui est génial, ouais. Bon, on va parler un petit peu de ton futur. C'est quoi tes projets pour l'année 2025 ? Mes projets pour l'année 2025. Alors, crypto accounting. Donc oui, essayer de faire connaître un peu plus crypto accounting et être un référent sur la partie comptabilisation crypto des entreprises. Et sur World of Numérique, j'aimerais bien qu'on aille aussi un peu plus loin dans l'accompagnement des cabinets, dans l'intelligence artificielle. Mais ça, c'est que eux-mêmes, en fait, aient plus envie de se professionnaliser que de prendre des abonnements gratuits ou un seul abonnement payant pour tout l'ensemble du cabinet. Voilà, donc c'est vraiment... J'essaie de me recentrer, j'ai pas envie d'avoir 15 milliards de projets. À force de courir plusieurs projets, il n'y en a aucun que tu mènes à bien. Donc là, 70% du temps, c'est sur crypto accounting. Et Sana Moussaïd, elle est où dans 10 ans, par contre ? Waouh ! Sur une île, au soleil, j'en sais rien. Est-ce que tu as déjà un peu prévu ça, en disant un petit plan en 10 ans ? Non, je suis pas... Comme tout le monde, tu as envie que dans 10 ans, tu fasses le moins possible. Mais j'ai pas de plan à 10 ans. Moi, j'ai déjà, en fait, c'est step by step. J'ai non, je pense que c'est compliqué d'avoir des plans à 10 ans, surtout aujourd'hui avec tout ce qui est géopolitique et tout. Ça me fait... c'est pas que ça me fait peur, mais je regarde énormément et j'essaie de surveiller un petit peu, tenter si j'arrive à comprendre quelque chose. Mais non, dans 10 ans, je sais pas. Tout ce que je veux, c'est que Sana, dans 10 ans, soit épanouie, qu'elle fasse ce qu'elle veut et qu'elle aime. Et c'est comme ça aussi que je suis passée de la compta à faire du numérique. Parce que justement, quand je te disais que Charles René me disait « Est-ce que tu es permanente ?» Je me suis rendu compte en fait que j'adorais ce que je faisais à l'ordre sur le numérique, plus que ce que je faisais dans mon cabinet sur la partie compta. Donc moi, tout ce que je veux dans 10 ans, c'est être heureuse et faire ce que j'aime. En ayant du temps pour moi. C'est pas mal ça. Pour finir l'interview, je vais te proposer de jouer au jeu Confession intime. Le but, c'est que l'auditeur apprenne à mieux te connaître. Tu vas me répondre par un plus ou un moins. Ok. Est-ce que tu travailles plus ou moins de 50 heures par semaine ? Je pourrais te dire, ça dépend, mais plus. Est-ce que tu as plus ou moins de 10 amis proches ? Plus, peut-être. Est-ce que tu dors plus ou moins de 8 heures par nuit ? Moins la semaine, le week-end, j'essaie de me rattraper. Est-ce que tu prends plus ou moins de 5 semaines de vacances par an ? Plus. Est-ce que tu envisages de prendre ta retraite à plus ou moins de 65 ans ? Moins, largement moins. Ah ouais ? J'aimerais bien, ouais. Tu serais capable de tout arrêter d'un coup ou... Non, ça n'existe pas, t'arrêtes pas, tu restes, tu restes sur l'innovation, j'en sais rien, mais non, tu peux pas arrêter totalement, c'est impossible. Écoute, on va rester sur ces mots-là et puis je te remercie d'avoir partagé ton parcours. Mais merci à toi pour cet échange et merci de m'avoir invité. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir ensemble une nouvelle aventure, un autre expert comptable qui nous ouvrira les portes de son univers. Alors, assurez-vous de vous abonner pour ne rien rater. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour plus d'inspiration et récits captivants sur le podcast Pourquoi je suis expert comptable.